À Jérusalem, nous sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Boker Tov. Le président Donald Trump a annoncé le début d'une vaste opération visant à libérer les cargos qui sont bloqués par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Oui, effectivement, le président américain, vous le savez probablement, a déclaré durant la nuit que si l'Iran tentait de s'interposer, les forces américaines riposteraient militairement. Le président Trump a souligné dans la même intervention que ses représentants poursuivaient les négociations avec des interlocuteurs iraniens et que ces discussions pouvaient apporter quelque chose de positif. Ce sont les termes qu'il a utilisés. Hier, le président Trump a confirmé son opposition très nette à la proposition faite par le régime iranien. Et puis côté iranien, on insiste sur un point important dans la proposition de Téhéran. Oui, cette proposition fait une nette distinction entre les pourparlers pour mettre fin à la guerre et les pourparlers liés à la menace nucléaire iranienne. Selon un responsable iranien, tant qu'il n'y aura pas d'accord sur un arrêt définitif des hostilités, sur la levée du blocus des ports iraniens et sur la réouverture du détroit d'Ormuz, il n'y aura pas de négociation sur l'avenir du projet nucléaire iranien. Et puis on a appris il y a une heure à peine que l'un des dirigeants iraniens a affirmé qu'aucun cargo ne pourra quitter le détroit d'Ormuz sans l'autorisation formelle de l'Iran et seul un idiot ferait abstraction de cette mise en garde, a déclaré ce responsable iranien. Fin de citation. 4 Palestiniens inculpés hier pour avoir planifié des attaques terroristes inspirées de Daesh. Oui, c'est ce qu'a révélé le parquet israélien. Les 4 suspects sont tous originaires de Jérusalem-Est. Ils vont être traduits devant le tribunal de district de Jérusalem pour de nombreuses infractions sécuritaires. Le principal chef d'accusation, l'appartenance à une organisation terroriste. Ils sont également suspects d'avoir été recrutés par une organisation terroriste et d'avoir planifié un attentat. Selon l'acte d'accusation, les 4 individus ont formé une cellule inspirée de l'État islamique, étudiant les méthodes d'attaque incluant fusillade, attaque à la voiture bélier et utilisation d'engins explosifs. Et puis, une organisation juridique israélienne a porté plainte contre le Qatar devant la Cour pénale internationale. Oui, il s'agit de l'organisation Shurat Adin qui accuse le Qatar ainsi que des sociétés de renseignement britanniques d'avoir tenté d'influencer le procureur général de la CPI, Karim Khan, afin qu'il fasse aboutir rapidement la procédure visant à déposer des mandats d'arrêt contre Binyamin Netanyahou et contre l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Effectivement, cette procédure avait abouti. L'association affirme que l'attitude du Qatar est une violation du statut de Rome. Elle demande donc un nouvel examen des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant. Et puis ce matin, la justice israélienne, Daniel, se prépare à un procès hors norme, celui des terroristes impliqués dans les massacres du 7 octobre. Oui, ces terroristes, vous le savez probablement, sont détenus par l'État d'Israël depuis cette terrible date du 7 octobre 2023. Tsahal en a recensé 350. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité, de massacres. C'est la commission des lois de la Knesset qui va déterminer la nature du tribunal spécial qui sera formé pour juger ceux que l'on appelle en Israël les Nourba. Le projet de loi en ce sens n'a été voté qu'en première lecture et la procédure doit donc être complétée. Depuis 2 ans, la justice israélienne a recueilli des milliers de témoignages et de pièces à conviction afin que ce procès unique prenne une dimension historique, peut-être dans le même ordre d'idées que le procès d'Adolf Eichmann. L'objectif n'est pas seulement de juger et de condamner les coupables, mais aussi de raconter pour l'histoire ce qui s'est passé ce jour-là dans le pourtour de la bande de Gaza. La conseillère juridique du gouvernement, Baharav Miara, a répondu favorablement à la proposition de dialogue par ailleurs du président Herzog pour trouver un compromis dans le procès de Netanyahou. Oui, la conseillère s'est dite prête à discuter avec les avocats du Premier ministre d'un accord de compromis, à condition que les avocats du Premier ministre, eux, ne posent pas de conditions préalables et à condition que ces discussions n'entravent pas la poursuite du procès. Ceci étant, dans une conversation téléphonique avec le correspondant de la chaîne publique israélienne Cannes, le président américain Donald Trump a réitéré durant la nuit sa demande au président Herzog de gracier Binyamin Netanyahou. Israël a besoin, a-t-il dit, d'un Premier ministre à plein temps qui soit capable de se focaliser sur la guerre et pas sur des stupidités, a dit Donald Trump au correspondant israélien Nathan Gutman. A noté que le procès du Premier ministre a été annulé aujourd'hui en raison d'une information importante fournie par les avocats aux membres du tribunal. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais cela pourrait être lié à la situation sécuritaire et au dossier iranien. Et puis très rapidement, Daniel, de manière tout à fait exceptionnelle pour des raisons de sécurité, les festivités de l'Akba Omer à Méron ont été annulées. Oui, c'est le Premier ministre Netanyahou qui a pris cette décision en étroite concertation avec le commandement de la défense passive. On redoute tant au sein de l'échelon politique que dans Tsahal que le Hezbollah décide de tirer des missiles en direction du territoire israélien et que certains de ces missiles s'abattent sur le site de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, qui est en évidence, qui est en hauteur. En conséquence, la police, épaulée par des unités de Tsahal, a dressé des barrages sur les principales routes d'accès
bloqué à Méron afin d'empêcher l'accès au tombeau à certains ultra-orthodoxes qui voudraient outrepasser les directives des forces de l'ordre. Une page météo pour compléter ce premier journal. Attention, cette journée, en tout cas la soirée de Lag BaOmer et donc de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai risque d'être pluvieuse. Et pour les 2 prochains jours, on parle d'un semi-retour de l'hiver en plein printemps. Le temps sera donc couvert à pluvieux avec des fortes précipitations, en particulier dans le nord du pays et même de la neige sur les hauteurs du Hermon. Les températures vont baisser. Il fera 17 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et sur le littoral, 21 à Beersheva et 27 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec maître Alexandre Ben-Soussan. Alexandre, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes juriste, avocat au sein du célèbre cabinet israélien Herzog Fuchs et Neeman. Et dans ce cabinet, vous vous spécialisez en particulier sur les requêtes liées à la Cour pénale internationale et on va dire le tribunal international de La Haye. C'est justement pour cela que nous vous avons sollicité. Il y a une demande qui a été déposée par l'association Shurat Hadin, qui est une association proche de la droite israélienne qui demande tout simplement qui porte plainte contre le Qatar et contre certains services de renseignement britanniques pour avoir tenté d'influencer le procureur général Karim Khan et l'avoir poussé à accélérer la procédure afin de déposer des mandats d'arrêt contre Binyamin Netanyahou et contre l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Alors ces mandats d'arrêt, on le sait, ils ont été déposés. Ils empêchent de facto Binyamin Netanyahou de se promener un petit peu comme il l'aurait voulu en Europe. Alors, je voudrais savoir d'abord quel peut être l'impact d'une telle démarche au sein de la Cour pénale internationale et est-ce que ça peut remettre en cause, d'une certaine manière, ces mandats d'arrêt ? Alors, Daniel, nous représentons le Premier ministre Netanyahou ainsi que Yoav Gallant depuis 2024, c'est-à-dire l'émission des mandats d'arrêt. Nous le représentons à titre personnel. Nous avons été sollicités directement par le gouvernement aux côtés du bureau du procureur international, ainsi que 2 cabinets anglais. Et depuis l'émission des mandats d'arrêt et depuis, on va dire, l'établissement de notre stratégie de défense, il est clair pour tous les acteurs qui jouent autour de la défense du Premier ministre et de Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense, que nous ne menons pas d'attaque, nous ne structurons pas notre défense autour d'attaques qui viseraient la Cour, c'est-à-dire que vous n'avez jamais retrouvé dans la défense qui a été présentée d'attaques concernant ou d'arguments concernant l'antisémitisme potentiel de la Cour, concernant quelconque considération antisémite qui aurait poussé la Cour à attaquer Israël plutôt qu'un autre pays. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le débat public. Et vous ne trouverez pas non plus d'attaque concernant l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui s'est démis temporairement de ses fonctions dues justement à plusieurs plaintes de harcèlement sexuel. Même maintenant, à votre antenne, je ne fais qu'établir factuellement, que dresser factuellement la vérité, que relater ce qui s'est passé, pas plus que ce qui est relaté dans les journaux. Pourquoi ça ? Et c'est très important pour moi de le rappeler en préambule de cette discussion, parce que nous estimons depuis l'émission de ces mandats d'arrêt qu'il y a largement suffisamment de quoi faire sur le plan juridique pour pouvoir se défendre et justement que nous n'avons absolument pas besoin de se tourner vers des arguments qui peuvent s'avérer tout à fait vrais, mais qui sont des arguments externes. Maintenant, je tiens quand même, bien évidemment, à me pencher sur ce sujet qui fait la une aujourd'hui, en dissociant, bien évidemment, ce que Shurat Hadin, qui est une organisation non gouvernementale israélienne, plaide aujourd'hui, et ce pourquoi ils attaquent justement le Qatar. Ils attaquent le Qatar parce que ils prétendent et ils soutiennent que le Qatar aurait influencé la personne de Karim Khan, qui était à l'époque donc le procureur de la Cour pénale internationale, pour qu'il attaque en justice, pour justement, on va dire,
soutenir ses motivations à traîner Benyamin Netanyahou en justice et Yoav Gallant. Et maintenant, pour accélérer la procédure aussi, parce que en général, ce sont des procédures qui prennent beaucoup de temps. Et là, on a vu que, on va dire relativement, la Cour pénale internationale et Karim Khan ont été relativement rapides dans leur démarche. Tout à fait. C'est-à-dire que je peux me permettre quand même ce constat sans me prononcer, on va dire, sur la plainte de Shourat Adin. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que on le voit, par exemple, on sait aussi qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Vladimir Poutine et contre Maria, donc sa chef du gouvernement, suite à la guerre en Ukraine. Ces mandats d'arrêt ont mis 3 ans, je pense, avant d'être émis, ce qui n'est absolument pas le cas en fait contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant. Moins d'1 an après, la Cour avait justement utilisé un stratagème qui était d'utiliser une plainte qui avait déjà été ouverte contre Israël et qui visait justement la Judée-Samarie, les territoires, pour justement prétendre qu'une plainte était déjà ouverte et qu'on pouvait utiliser ce prétexte pour ne pas redémarrer le procès depuis le début, s'engouffrer justement dans cette brèche qui avait déjà été ouverte contre Israël et émettre des mandats d'arrêt dans la foulée. Ce qui nous avait tous surpris et ce qui est à la base quand même de notre argumentaire, c'est le fait qu'Israël n'a pas été notifié par le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan avant qu'il émette ses mandats d'arrêt et que justement il ait utilisé cette situation-là qu'il appelait une situation de guerre pour ne pas nous notifier, pour ne pas nous donner un temps nécessaire pour essayer de justifier notre position. Ce qui a été extrêmement surprenant et ce qui fait que nous basons notre argumentation sur donc le principe de complémentarité qui fait que les cours israéliennes n'ont pas eu une chance suffisante de pouvoir prouver leur point. Donc vous avez tout à fait raison, Daniel, sur ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est très surprenant. Alors comment concrètement alors cette démarche, c'est donc une démarche d'une ONG privée, mais est-ce que concrètement, combien de temps peut prendre une démarche pour annuler ces mandats d'arrêt? Parce que disons que la guerre est terminée, disons qu'on essaye de reconstruire la bande de Gaza, ce qui n'est pas encore le cas d'ailleurs, mais c'est-à-dire combien de temps on peut, ce mandat d'arrêt risque de peser, on va dire, sur Benyamin Netanyahou et sur Yoav Gallant? Je pense que la corrélation est quand même un peu rapide, c'est-à-dire qu'en fait, de là à dire qu'on pourrait annuler ces mandats d'arrêt sur la base de cette plainte de Shourat Adin, je pense que, vous savez, il faut pas oublier qu'on est dans un principe en Israël de lawfare. Le lawfare, c'est la guerre du droit sur le plan international. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs conservateurs en Israël. Il y en a beaucoup. Par exemple, à l'échelle nationale, il y a Tnoua Leirut HaShilton, donc le mouvement pour la qualité gouvernementale. Il y a donc Shourat Adin. Il y a différents acteurs qui se positionnent sur l'échelon politique de manière différente. Shourat Adin est un mouvement, est un organisme non gouvernemental conservateur de droite. Et par conséquent, il a compris qu'il fallait, on va dire, utiliser le droit, tout comme certaines instances l'utilisent, détracteurs en fait, contre l'État d'Israël, qu'il fallait aussi utiliser le droit comme argument, comme arme de guerre, pour pouvoir justement contrer les attaques de nos détracteurs. Alors, ces organismes-là considèrent que les cours internationales, comme la Cour pénale internationale ou la Cour de justice internationale, on le rappelle, qui avait été le théâtre d'une plainte menée par l'Afrique du Sud contre Israël, pas plus de 2 mois après les massacres du 7 octobre, ces organismes-là, donc Shourat Adin, cet organisme, considère justement qu'étant donné le biais de ces cours, qui est assez clair, étant donné les positions qu'ils ont pris depuis le 7 octobre, qui sont justement d'émettre ces mandats d'arrêt avec ces mandats d'arrêt, on le rappelle, qui ont été émis contre Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant, et par souci d'équité, qui avait aussi été émis contre Yahya Sinwar, Mohamed Daif. Oui. Ces organismes ont compris ça et par conséquent veulent mener aussi une guerre contre ces instances-là sur le plan international. Est-ce qu'ils, et là est le point, est-ce qu'ils ont véritablement pour intention d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils pensent véritablement qu'ils puissent aboutir à quelque chose? Je ne sais pas. Ma tendance, Daniel, serait de dire que je ne pense pas.
C'est plutôt En revanche, pour sur la ceux qui- scène internationale, c'est un acte qui importe. C'est-à-dire qu'Israël aussi a des arguments contre ses détracteurs et montre au monde que, justement, les instances internationales ne sont pas... Elles remettent en cause la légitimité des instances internationales et cette remise en cause-là est déjà quelque part, à leurs yeux, et en termes de lawfare, donc de combat juridique international, une victoire. Alors c'est effectivement très intéressant ce dossier. On va garder une question parce qu'il nous reste environ 4 petites minutes pour parler de l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, à savoir la commission électorale centrale, le rôle de la commission électorale centrale. On a appris que la directrice de cette commission, Orly Hadès, a démissionné. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y aurait des tendances, des pressions d'une part et de d'autre. Mais c'est lié bien entendu au contexte dans lequel vont se tenir les prochaines élections en octobre prochain. Alors je voudrais savoir quel est à quel point c'est important la commission et la composition de cette commission électorale centrale pour permettre des élections, on va dire, qui se dérouleront en fonction justement du droit, de la justice et qu'il n'y ait pas d'irrégularité dans cette démarche, dans ce scrutin. Alors, c'est vrai que c'est tout à fait à déplorer que Madame Liadès ait décidé de démissionner, puisque c'était quand même une figure centrale de cette institution. Il faut rappeler aussi qu'elle a été sollicitée par Noam Solberg, donc le président de la Cour, le vice-président de la Cour suprême, de rester en poste. Elle a été sollicitée par Yitzhak Herzog, le président d'Israël, pour rester en poste, ce qui montre quand même l'importance de cette figure-là au sein de cette institution. Et lorsqu'on parle de ce type d'institution et qu'on parle en fait du vote en Israël, surtout du vote auquel on s'apprête à faire face, qui va être quand même un tournant, je pense, majeur pour l'État d'Israël, étant donné que déjà c'est la première fois qu'on réussit en fait à aller au terme d'une élection, mais c'est surtout la première élection aussi qui va avoir lieu après le 7 octobre. Donc en fait, cette élection-là va faire se refléter tous les séismes et toutes les dissensions, mais aussi toutes les nouvelles prises de position du peuple israélien. Maintenant, c'est vrai justement que vu l'importance de cette élection, cela nécessite une figure clé qui était à ce poste. Et en fait, c'est un poste qui au premier abord peut paraître technique, peut paraître procédurier, mais il faut comprendre que c'est elle qui régit, on va dire, tous les bulletins, la cybersécurité, les effectifs. Et sur ses épaules repose énormément de responsabilités techniques, et de la technique, on va dire, découle la substance, c'est-à-dire assurer véritablement le bon déroulement de l'élection. C'est quelque chose dont l'issue est substantielle. Donc, c'est très important, surtout qu'en plus de ça, il faut retrouver quelqu'un qui a ses qualités, ses qualifications, alors qu'elle était en son poste expérience depuis 16 ans. Et son expérience, absolument, alors qu'elle était en poste depuis la nuit des temps. Maintenant, il faut comprendre pourquoi elle décide de démissionner. Elle décide de démissionner parce que vient une décision qui a été émise et qui comptait limiter le mandat des gens à ce poste-là. Et en fait, voyant qu'elle allait être, à un moment de sa carrière, poussée à la sortie, malgré qu'elle soit en poste depuis plus de 10 ans, il me semble. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Voyant qu'elle allait être, à un moment ou à un autre, donc menée vers la porte de sortie, elle a préféré démissionner elle-même plutôt qu'on mette un terme à son mandat. Alors est-ce que ça suffit pour remettre en cause, vous dire, l'intégrité du prochain scrutin ou non, au contraire? Je pense pas que ça suffise pour remettre en cause l'intégrité du prochain scrutin. Ça va bien sûr dépendre de la façon déjà. Il faut rappeler que selon la loi, les prochaines élections, lorsqu'il y a des élections en Israël, selon Chok Yesod HaKnesset, donc qui est la loi fondamentale, qui est considérée comme, donc c'est une loi qui fait partie du corpus constitutionnel israélien. Oui. Les élections doivent se dérouler 4 ans après les prochaines élections. Oui. Donc a priori, et justement l'opinion publique gouvernementale, l'opinion gouvernementale est encore silencieuse,
par rapport à ça, mais les prochaines élections sont censées se dérouler dans les 4 ans ayant suivi, donc novembre 2022. Ouais. Donc, par conséquent, on est censé avoir des élections en novembre. Ce qui laisse, on va dire, une plage, une fenêtre qui est quand même relativement courte. Est-ce que la question va être de savoir si on va pouvoir trouver quelqu'un d'assez compétent pour pouvoir justement assurer ce poste jusqu'alors? Ouais. Bon, on le verra. On est obligé de terminer cette conversation très, très intéressante, et on peut rappeler tout de suite, ne serait-ce que le fait que le vice-président de la Cour suprême, justement, le juge Noam Solberg, dont on parle beaucoup ces derniers temps, eh bien, il est le président de la Commission électorale centrale, ce qui prouve d'une certaine manière la volonté d'essayer de faire en sorte que cette commission soit totalement impartiale et qu'elle puisse gérer un scrutin qui risque d'être, on peut le dire, mouvementé. Merci beaucoup, maître Alexandre Bensoussan, de nous avoir éclairé en particulier donc sur ce dossier de la Cour pénale internationale. Bonne journée, à bientôt Alexandre. Bonne journée à vous, merci Daniel. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans la réussite émotionnelle du film Juste une illusion de Olivier Nakache et Éric Toledano, actuellement à l'affiche. Le film n'est pas seulement une comédie et une plongée dans les années 80. Il n'est pas non plus qu'un hommage à maman, femme des années 80, et papa qui résiste au temps qui change. Il exprime un besoin collectif de revenir à une époque que l'on sait imparfaite, mais que l'on ressent comme plus respirable. Car ce récit intime, à hauteur d'enfant, dépasse largement le cadre autobiographique. 1985 devient un territoire mental, le refuge d'une époque où tout n'allait pas bien. Chômage de masse, tensions sociales, mutations culturelles, montée du Front National. Mais où le monde semblait encore lisible. Les lignes de fracture existaient, mais ne structuraient pas encore chaque rapport. Ce film, c'est l'éloge de la nuance, celle qui se percute aujourd'hui sur nos murs Facebook et Instagram. Ce que raconte le film en creux, c'est notre présent. Aujourd'hui, tout est conflictualisé, fragmenté. Les identités sont crispées, les débats sont binaires, les désaccords deviennent des guerres. À l'inverse, les années 80 apparaissaient comme un espace de frottement plus doux. On pouvait se disputer sans se disqualifier, transgresser sans être immédiatement assigné, grandir dans un monde imparfait, mais moins saturé de tensions. Juste une illusion n'est donc pas un simple plaisir nostalgique ou régressif. Il est aussi politique. Il traduit le manque d'une époque où le collectif existait encore comme horizon crédible. Ce retour en force du vintage dans le cinéma, la mode, la musique, n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement esthétique. C'est une tentative de réanimer un présent qui fatigue. Les cassettes audio, les vidéoclubs, les jingles d'époque ne sont pas que des accessoires, ce sont des repères, des objets d'un temps où la mémoire était matérielle, partagée, lente. À l'opposé de notre présent dématérialisé, instantané et souvent désincarné. Mais Nakache et Toledano évitent soigneusement le piège du « c'était mieux avant ». Ils touchent à l'universel par le particulier et disent quelque chose de plus subtil. Même dans la confusion et les failles, il y avait une capacité à faire société, à tenir ensemble. Et c'est peut-être là que réside la véritable émotion du film. Dans cette idée simple, mais devenue presque étrangère, vivre ensemble sans être d'accord sur tout. Une époque où black, blanc, beurre, fudge, noache, toutes ces identités pouvaient danser ensemble à nos bar mitzvahs. Le film touche parce qu'il ne parle pas seulement de l'enfance. Il parle d'un moment où l'insouciance se fissure, à l'échelle individuelle comme collective. Ce basculement fragile que vit le jeune héros fait écho à notre époque entière. Nous aussi, quelque part, nous avons perdu une forme d'innocence. Alors oui, Juste une illusion est traversée par la douceur, par la tendresse, par le rire, par une forme de mélancolie heureuse. Mais derrière cette bulle, il y a une question plus vertigineuse. Qu'est-ce qu'on a perdu en chemin ? Un espoir, une certaine manière de vivre le bonheur et de croire en des lendemains qui chantent. Car au fond, le film le dit très bien, le bonheur n'est pas juste une illusion, mais il a besoin d'illusions pour exister, d'imagination, de projection, d'un futur à la fois joyeux et profond qui donne envie de réenchanter le présent. Et la manchette intéressante ce matin dans la presse israélienne est celle du Yediot Aharonot. Elle se rapporte à la situation dans la bande de Gaza.
vers l'horizon gazaoui, titre ce matin le Yediot Aharonot en nous montrant une photo des travaux de dizaines de pelleteuses israéliennes dans la bande de Gaza. Le journal explique que face au refus du Hamas de se désarmer et d'aller de l'avant dans le plan Trump, Tsahal se prépare à reprendre les combats contre le mouvement terroriste palestinien. Selon le Yediot Aharonot, il y a actuellement 6 brigades de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et Tsahal poursuit donc ses opérations de destruction des tunnels du mouvement terroriste qui ne sont pas encore terminés, même plus de 6 mois après l'instauration du cessez-le-feu. En pages intérieures, Ron Ben Ishai, le célèbre spécialiste militaire israélien, affirme que le Hamas mène une guerre de survie actuellement et il écrit « Tant que le Hamas ne veut pas être désarmé, tant qu'il n'y a pas de soutien international pour reconstruire la bande de Gaza, le plan de Trump demeurera sur le papier. Et dans un tel contexte, Israël doit reprendre l'initiative et entrer en action. » Fin de citation. Et puis dans la presse israélienne de ce matin, on parle de plus en plus ouvertement d'une reprise des hostilités contre l'Iran. Alors que la réponse iranienne a été détaillée hier et qu'elle est loin de satisfaire le président américain Donald Trump, on envisage côté israélien le retour d'une opération militaire israélienne en Iran. Et dans cette perspective, le Israël Hayom consacre ses pages 2 et 3 ce matin aux dirigeants iraniens qui sont déjà dans le collimateur des avions de chasse israéliens. Il y a bien sûr le nouveau guide suprême, Mortaba Khamenei, dont l'état de santé n'est pas tout à fait clair, mais il y a également Ahmed Wouhidi, qui est l'actuel commandant des gardiens de la Révolution, Amir Khatami, qui est le chef d'état-major de l'armée iranienne, et Ali Abdellah, commandant au sein même de cet état-major. Tout cela sont donc dans le collimateur de l'armée israélienne en cas de reprise des combats contre l'Iran. Mais les commentateurs dans le Israël Hayom envisagent aussi un assouplissement de la position des Iraniens. En encadré, une source américaine affirme en effet que la pression économique provoquée par le blocus américain contre les ports iraniens commence à porter ses fruits et à assouplir les positions des Iraniens. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, affirme que le point central des négociations n'est pas le détroit d'Ormuz, mais bien le dossier du nucléaire iranien. Quant à Amir Ben Shamat, il affirme ce matin que la décision de Donald Trump concernant le dossier iranien aura un impact direct sur la situation au sud Liban. En première page, le Yediot Aharonot nous gratifie d'un scoop politique important. Selon les sources du Yediot Aharonot, il y aurait actuellement des contacts importants entre Gadi Eisenkot et Avigdor Lieberman en vue d'une fusion qui serait semblable à celle du tandem Lapid-Bennett. Le Yediot Aharonot rappelle que Gadi Eisenkot était chef d'état-major lorsque Avigdor Lieberman était ministre de la Défense de Binyamin Netanyahou en 2018, par exemple, et puis que cette union, si elle se concrétise, pourrait à nouveau redistribuer les cartes politiques à 6 mois des élections. Eisenkot n'a pas encore véritablement décidé s'il rejoint Avigdor Lieberman. Il attend le verdict des sondages. Par ailleurs, dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, le journal publie une analyse de Nahum Barnea qui conseille tout simplement à Benny Gantz de se retirer de la vie politique après le départ du Parti bleu-blanc de celui qui a été son principal allié, Hilik Troper. Ce dernier pourrait d'ailleurs justement rejoindre Eisenkot ou peut-être aussi Naftali Bennett. Et dans ces pages politiques, le Israël Hayom se penche sur les préoccupations de la mouvance sioniste religieuse, toujours en perspective des élections législatives. Une mouvance sioniste religieuse qui n'a cessé depuis le 7 octobre d'apporter sa contribution à la guerre et qui s'est distinguée sur les champs de bataille et dans la société israélienne, mais qui aujourd'hui ne trouve pas de foyer politique qui puisse convenir à son mainstream, à son courant central. D'un côté, il y a une véritable déception dans ce public envers Bezalel Smotrich qui a pactisé avec les orthodoxes alors que ceux-ci ne servent pas dans l'armée, ceux en pleine guerre. Et de notre côté, il y a un fort mécontentement au sein même de ce public sioniste religieux face à la décision de Naftali Bennett de faire union avec Yair Lapid. De facto, des dizaines de milliers de sionistes religieux attendent les prochains développements dans l'échiquier politique avant de prendre une décision concernant leur vote aux élections. Selon la docteure Aliza Lavi, qui est une membre du mouvement sioniste religieux, le parti politique de droite nationaliste modéré qui verra le jour, remportera probablement l'ensemble des voix de ce public important.
Et puis ce matin, le Israël consacre sa manchette à l'éducation scolaire dans les pays hostiles à l'État d'Israël en Europe. C'est Nissan Struchler, qui est le correspondant du Israël en Europe, qui affirme qu'il a réalisé un dossier à la fois important et effrayant, un dossier qui nous conduit dans les établissements scolaires des 3 pays européens les plus anti-israéliens. Il s'agit de l'Irlande, de la Norvège et de l'Espagne. Il s'avère que dans les manuels scolaires de ces 3 pays, l'histoire du peuple juif est déformée et même parfois totalement biaisée. En Irlande, par exemple, eh bien Auschwitz n'est pas défini comme un camp d'extermination, mais comme un camp de prisonniers. En Norvège, la situation dans la bande de Gaza est officiellement présentée comme un génocide, et en Espagne, on aime les juifs qui portent l'étoile jaune, mais pas les sionistes. La conclusion de Nissan Struchler est préoccupante. Des enfants qui étudient ce type de contenu scolaire deviendront des adultes qui détesteront Israël et qui agiront contre l'État hébreu. Et puis, pour terminer, tous les quotidiens israéliens évoquent la Iloula de Lag BaOmer qui se tiendra ce soir. Les journaux soulignent que cette année, il n'y aura pas de festivité à Méron sur le site de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce pour des raisons évidentes de sécurité. Le mont Méron est en effet très dominant dans le nord du pays et il pourrait être la cible des tirs de missiles des terroristes du Hezbollah qui se trouvent au-delà du Litani. Et pour éviter ce danger, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a donc décidé d'un commun accord avec la défense passive de ne pas maintenir les célébrations qui rassemblent, on le sait, chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est la raison pour laquelle la police israélienne s'est déployée massivement pour empêcher à tous les fidèles qui souhaiteraient participer à ce type de célébration de se rendre sur le site de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. C'est la fin de cette revue de la presse. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome. On voudrait avoir votre appréciation de diplomate chevronné sur ce qui se passe actuellement, en particulier dans le dossier iranien, parce que voilà, ce matin, Donald Trump s'est réveillé en disant que, eh bien, il allait libérer le détroit d'Ormuz. Les Iraniens affirment qu'il n'est pas question de laisser passer des cargos qui sont bloqués à ce détroit d'Ormuz. Est-ce que d'abord, vous avez le sentiment qu'on s'achemine vers un nouveau round de la confrontation militaire qui pourrait être, on va dire, un des indices, ça pourrait être aussi l'information de la nuit dernière sur laquelle Benjamin Netanyahu a annulé sa présence à l'audience de son procès pour des raisons sécuritaires. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose de sérieux du côté du dossier iranien? Est-ce qu'on reprend un combat, ou alors Donald Trump est déterminé à laisser marcher le blocus qu'il a imposé depuis 3 semaines maintenant sur les ports iraniens, blocus qui affaiblit considérablement l'Iran? Bien, écoutez, là, vous m'avez posé un tas de questions, Daniel, mais il n'y a aucune réponse définitive à ces questions. Premièrement, à propos du détroit d'Ormuz, c'est évident que les 2 parties emploient le détroit d'Ormuz pour essayer d'arracher des concessions à l'autre. Ça dure depuis 3 semaines déjà. Ça pourrait durer des semaines et des mois, avec des conséquences économiques évidemment difficiles pour l'un, c'est-à-dire pour l'Iran qui ne peut pas exporter son pétrole, et pour Trump, avec des difficultés économiques en Amérique et peut-être politiques aussi, car nous sommes à la veille d'élections en novembre, des élections partielles en Amérique. Donc oui, on peut continuer le bouchage de la fermeture. Le blocage, oui. Le blocage de Hormuz, mais ça peut prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on voit des résultats. Et là, je crois que petit à petit, l'option militaire revient sur le tapis. Parce que les Iraniens négocient comme s'ils avaient gagné la guerre. Oui. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Qu'est-ce qu'ils disent si vous nettoyez tous les rumeurs et tous les bruits autour? Qu'est-ce qu'ils disent à 3 minutes? Écoute, on rouvre le détroit d'Ormuz, vous et nous,
Et on commence à parler. Et après, on discute. Ouais. Et on va voir. Alors, les Iraniens, ils discutent depuis 5000 ans déjà. Oui. Ils vendent des tapis depuis l'aube des temps. Donc, pourquoi pas discuter? On ouvre. Et là, et ça, c'est la fin des négociations, c'est la fin de l'opération. Cela serait un échec total de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons eu et comme succès dans cette guerre. Et bon, Trump, c'est pas un enfant de cœur, il le sait très bien. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dans une position pas facile en Amérique où les sondages sont pas bons, ça risque de heurter l'économie. Ça ne l'a pas encore fait, mais ça risque de le faire. Donc oui, à mon avis, il y a une option de retour aux hostilités, peut-être pas quelque chose de vaste comme la dernière fois, peut-être quelque chose de plus pointu, de plus exact, pour quelques jours, pour démontrer aux Iraniens qu'ils se trompent sur les intentions des États-Unis. C'est une possibilité. Dans une possibilité comme ça, évidemment, Israël y prendrait part aussi. Et je pense que Trump essayerait de limiter, de ne pas faire encore une fois une campagne de 6 semaines, peut-être de quelques jours, juste pour montrer aux Iraniens, par exemple, bon, pour leur donner le coup de grâce d'une certaine manière, peut-être sur le terrain, pour leur donner le coup de grâce sur le terrain et puis dire après, voilà, ils n'existent plus. Voilà, justement, et peut-être détruire leur infrastructure hydraulique, électrique, pétrochimique, etc., pour leur montrer le prix. Car il faut bien comprendre que les Iraniens, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est un groupe avec des positions extrêmement dures et qu'il faudra peut-être leur démontrer qu'ils se trompent et que Trump est plus dur qu'eux. Et c'est mieux négocier qu'eux. Et c'est pour ça que tout ça n'est pas encore terminé et le dernier mot n'a pas encore été dit. Alors sur le dossier libanais, on va rapidement aborder ce dossier. Est-ce que on peut sortir de cet imbroglio dans lequel, on va dire, le gouvernement libanais semble plonger, qui est de dire oui, on aimerait bien nous négocier avec Israël, mais on ne peut pas se le permettre parce que cela risquerait de nous projeter vers une guerre civile avec le Hezbollah et ses soutiens au Liban. Oui, bien sûr. Le gouvernement libanais est trop faible pour vraiment négocier avec Israël. Le gouvernement libanais aurait pu éviter toute cette situation s'il avait fait ce qu'il avait promis de faire, c'est-à-dire de désarmer le Hezbollah. Il ne l'a pas fait parce qu'il était trop faible. Il était trop faible alors, il est trop faible aujourd'hui. Et c'est bien, c'est pas des négociations, ce que vous voyez à Washington. Moi, écoutez, Daniel, moi j'étais dans les négociations avec le Liban après la première guerre du Liban en 82, 83, c'est pas comme ça qu'on négocie. On négocie, il y a des groupes, il y a les négociateurs, il y a les experts militaires, il y a les experts politiques, et les experts économiques, il y a les CAP. C'est une rencontre entre ambassadeurs, c'est une photo-opportunité, c'est pas des négociations, ça. Ça, pour que ça soit sérieux, il faut vraiment, premièrement, que le gouvernement libanais sache qu'il peut neutraliser le Hezbollah et après vous négociez avec Israël. Vous ne pouvez pas faire ça tant que le Hezbollah est autour et tire et vous avez peur de le neutraliser. Donc, je ne vois pas vraiment pour l'instant de solution à ce problème. Et la solution, elle pourrait arriver avec une solution du dossier iranien ? Pas forcément même, parce que le Hezbollah se trouverait dans une position où il combattrait pour sa survie. Et c'est possible que même si vous trouvez une solution au problème iranien, vous restez avec le Liban. C'est pas forcément, pas forcément. Ça rendrait les choses plus faciles, évidemment. Ça libérerait peut-être les mains de Tsahal
qui sont actuellement liés. Vous savez, Tsahal est en position immobile au Liban. C'est très difficile pour une armée. Tsahal est une armée qui veut combattre, qui veut manœuvrer. C'est pas une armée qui veut être assise et subir des bombardements. Et il nous faut trouver une solution aussi au problème des drones que le Hezbollah lance sur nos forces. Ça, je suis sûr qu'on va le trouver. Mais le Liban est difficile à cause de la faiblesse du gouvernement libanais. Vous voyez, on avait mis nos espoirs que les autres chiites, pas tous les chiites sont avec le Hezbollah, il y a aussi d'autres chiites de Hamal, de Nabih Berri, mais ça... le président du Parlement libanais. On avait espéré qu'ils se mettraient du côté du gouvernement. Non, ils se sont mis du côté du Hezbollah. Donc, vous avez une situation aujourd'hui au Liban où vous avez les chiites d'une part, Hezbollah et Hamas d'une part, et de l'autre part, tous les autres chrétiens, musulmans, druzes, orthodoxes, etc., avec une armée fracturée, faible. Donc là, Israël doit se préparer, il me semble, à une épreuve de longue haleine. Eh bien, merci beaucoup à Avi Pazner d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Avi. À bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Eric, bonjour. Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous en cette matinée qui précède, on va dire, cette journée de Lag BaOmer. Et avec vous, je voudrais que l'on célèbre d'une certaine manière cette Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je voudrais d'abord que vous nous aidiez à faire le clair sur toute la signification de cette journée. Lag BaOmer, on comprend, on est effectivement le 33e jour de l'Omer à partir de ce soir. Il faut préciser à nos auditeurs. C'est le 33e jour de l'Omer. C'est la fin de l'épidémie qui a touché les élèves de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il vient faire Rabbi Shimon Bar Yochai ici? Est-ce que c'est vraiment la Iloula, c'est-à-dire le jour de son décès, de sa mort, le Lag BaOmer? Ou alors, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre la signification, la double signification de cette Lag BaOmer? Absolument. Boker Tov à tous. Et, en fait, Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, on célèbre en vérité deux événements. Le premier événement, vous venez de le rappeler, la Gemara dit que les 12 000 couples ou les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts à Pros Aseret. Pros, en hébreu, veut jusqu'à la moitié d'un mois précédent Shavuot. Donc, c'est-à-dire 15 jours avant Shavuot. De Pesach à Shavuot, il y a 49 jours. Moins 15 jours, ça fait 34 en vérité. D'ailleurs, au passage, cela rappelle la grosse discussion entre le Rama, entre les poskim ashkénazes, le Rabbi Moshe Isserles de Varsovie et Rabbi Yosef Karo de Tzfat, quand s'arrête le deuil de cette période? Est-ce qu'il s'arrête le 33e jour du Homer ou le 34e jour? Bon, c'est un détail, mais c'est à préciser. Voilà, c'est un détail. Donc, ces élèves sont morts. Et en fait, la Torah était dans un état catastrophique. Il n'y avait plus de maître en dehors de Rabbi Akiva, il n'y avait plus de maître. La Gemara nous rappelle que Rabbi Akiva a ordonné Ismir Chachamenu Shebat Darom, 5 rabbins, 5 maîtres de la loi qui venaient du sud. Probablement, c'était à Beersheba que s'est passée cette histoire, où il a nommé, il y avait Rabbi Meir Baal Hanès, dont nous avons parlé, il y a 2-3 jours. On a célébré l'Aïdoula la semaine dernière, qui a été mis en charge de divulguer, donc de diffuser la Torah orale, la Mishnah. Et Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Yossé Cohen, etc. Et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, a été investi de la mission de dévoiler la partie secrète de la Torah, ce qu'on appelle le Sod à Torah. Et les opinions de Rabbi Shimon Bar Yochai concernant le protectorat, on va dire ça comme ça, le protectorat romain en Judée était connu, c'était un rebelle, il était recherché pour être mis à mort, lui et son fils Elazar, et l'histoire raconte qu'il est allé s'enfuir dans le nord d'Israël à Pékin et qu'il y est resté pendant 12 ans dans une grotte
avec son fils Elazar, et selon la tradition, il a reçu les enseignements directement du prophète Élie, qui a donné, sous la houlette de son secrétaire, c'était Rabbi Baba, comme ça c'est écrit dans le Zohar, donc l'écriture précisément et la divulgation de ces grands secrets de la Torah sous la forme du livre du Zohar. Alors, en fait, le 34e ou 33e jour, le Lag BaOmer célèbre en réalité le départ, le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est assez incompréhensible que ce jour est un jour qui est fêté avec la fin du deuil et puis des musiques, et on reprend, selon certaines coutumes, on reprend les mariages le jour même, etc., alors que nous perdons un grand de la Torah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors la réponse qui est donnée dans le Zohar. Comment la tradition s'est perpétuée? Ben voilà. Alors pour savoir que je vais d'abord donner la raison et expliquer depuis quand c'est comme ça. Donc la raison est que le jour du décès, c'est ainsi que c'est écrit dans la Khatima du Zohar, dans la conclusion du Zohar, que le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai, quantité de nitzotzot, quantité de secrets de la Torah ont été révélés plus que du vivant de Rabbi Shimon. C'est-à-dire le dernier jour a été en quelque sorte une espèce d'explosion de feux d'artifice de ces étincelles. Le mot Zohar veut dire étincelant, quelque chose qui brille. Et donc c'est pour la révélation de cette Torah de cette Torah du Sod, que nous célébrons, non pas le départ du tzaddik, mais la Torah qu'il a su révéler le jour de son départ. Et c'est la raison pour laquelle l'habitude est, pour certains, de tirer à l'arc, pour d'autres d'allumer des feux, c'est essentiellement ce qui est retenu aujourd'hui. Alors tirer à l'arc, ça rappelle quelque part la révolte de Rabbi Shimon contre l'Empire romain et prendre les armes en quelque sorte, prendre les armes. L'autre version dit que pendant la période de la vie de Rabbi Shimon, on n'a jamais vu d'arc-en-ciel. Et que l'arc-en-ciel, selon la tradition, rappelle des catastrophes imminentes qui sont évitées par la clémence de Dieu, comme c'est rapporté dans la paracha de Noach. Et les feux qui rappellent évidemment la connaissance, la lumière, la Torah, etc., etc. Donc voilà, en gros, pourquoi nous fêtons ce Lag BaOmer. Alors c'est rajouté là-dessus toute une série de choses. Les kabbalistes, notamment le Harizal au XVIe siècle, ceci sous la dictée donc du Harizal, son élève Rabbi Chaim Vital a rapporté que le Harizal allait, le jour de Lag BaOmer, pour la première fois on entendait parler de ça, d'emmener son propre fils pour lui couper les cheveux sur le kever près du mausolée de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est devenu cette habitude de la chalaké, d'aller couper les cheveux des enfants après 3 ans, et c'est lui qui a révélé ça en premier en disant que Rabbi Shimon Bar Yochai lui aurait apparu en rêve en lui disant que ce jour-là était un jour de joie et que quiconque manifesterait le moindre signe de deuil ce jour-là serait puni. Donc il a divulgué ça. Par la suite, la chassidoute s'est branchée là-dessus et a développé. Donc force est de constater que les chassidim, c'est eux qui occupent un peu Méron et qui montrent une joie assez exceptionnelle, malgré ce qui s'est passé en 2022, je crois, avec les 45 morts, etc. Ouais. Mais c'est souvent les chassidim qui ont ça. Et alors, pas seulement, on peut dire pas seulement parce que le Lag BaOmer était, en tout cas dans le monde sfarade, était extrêmement respecté et fêté. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, dans le quartier de Belleville à Paris, on voyait des familles par dizaines circuler dans les rues avec des grandes bougies, etc., qu'on amenait traditionnellement, on les allumait à la maison et on marchait jusqu'à la synagogue avec ces grandes bougies et on amenait des seudot, des repas festifs à la synagogue et on chantait le fameux Bar Yochai, le fameux chant qui a été écrit par Shimon Lavi au XVIe siècle également. C'est un kabbaliste qui vante les mérites de Rabbi Shimon Bar Yochai
en disant que si le monde a été créé, c'est pour des gens comme toi. Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Et donc ces chants traditionnels ont traversé les siècles et jusqu'à aujourd'hui, donc ils sont fêtés, ils sont chantés et cette joie nous accompagne. Alors pour la petite anecdote, si j'ai encore 20 secondes pour la petite anecdote. Oui, lorsqu'il y a eu cette catastrophe à Méron, le policier qui était responsable de toute la sécurité sur place s'appelait Shimon Lavi. Oui. Quand même assez extraordinaire. Donc il porte le nom du kabbaliste qui a écrit précisément ce chant vantant les mérites de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, Rav Docteur Éric Belaïch, merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager, on va dire, les significations, les multiples significations de cette journée de Lag BaOmer, de nous avoir donné envie de la célébrer ce soir, à partir de ce soir, et comme on l'a dit, pas cette année à Méron, mais il y a, d'ailleurs, les informations ont annoncé qu'il y aurait des célébrations alternatives de cette fête de Lag BaOmer, non pas à Méron, mais donc à Jérusalem, dans plusieurs endroits à Jérusalem. On va allumer des feux en espérant que le temps nous le permettra. Merci beaucoup, Rav Éric Belaïch. Je rappelle que vous êtes le guide spirituel de la communauté Ohav Etzion à Jérusalem, la communauté dite des Tunisiens et pas seulement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation et bonne fête de Lag BaOmer.